Il y a 10 ans, un vent terrible se levait sur l'empire du socialisme, balayant sur son passage l'Union soviétique, ses régimes cousins d'Europe orientale et centrale et le fameux mur de Berlin. En quelques mois seulement, toute la face de la planète changeait, l'équilibre du monde passant de deux blocs antagonistes à un seul pôle dominant. Pour commenter ces soubresauts qui ont fait résonner leur onde de choc sur toute la dernière décennie du XXe siècle, nous avons invité un penseur d'envergure, Marcien Towa, maître de conférence à l'université de Yaoundé 1, docteur d'État en philosophie sur une thèse intitulée Identité et transcendance, premier recteur de l'université de Yaoundé 2, issu de la réforme de 1993. Cet universitaire à la stature physique et intellectuelle imposante demeure à 68 ans et malgré son relative retraite des amphithéâtres, une figure de référence. Il a momentanément quitté sa modeste mairie de Lingfomo à 45 km de Yaoundé dans l'Alekié pour un austère cadre de recherche à l'arrière-plan d'un non moins modeste complexe scolaire dirigé par son épouse. Entretien tout en spontanéité dans un décor frappant de simplicité. Mais accrochez-vous, le vol s'effectue à haute altitude. Professeur Marcien Towa, bonsoir. Bonsoir Charles. Merci de nous aider à comprendre tous ces événements qu'on a baptisés le vent d'Est. Mais pour commencer par une petite connaissance, une petite redécouverte du philosophe que vous êtes, comment vous définissez sur le plan idéologique? Disons que je suis un progressiste, en ce sens que je suis pour l'égalité fondamentale entre les hommes. Je suis contre l'exploitation, la domination des faibles par les forts. Je suis pour la démocratie généralisée. Et bon, ce thème-là définissent assez bien un progressiste. Un patriote africain aussi. Socialiste aussi, sans doute. Oui, bon, socialiste, c'est un mot passe-partout. Ce sont les éléments que j'ai donnés là, c'est-à-dire l'égalité fondamentale entre les hommes, la haine de l'oppression, l'exploitation des faibles, par les forts. C'est plus analytique, n'est-ce pas, que socialisme. On ne sait pas ce qu'on peut mettre dedans. Hein. Il y a des tas de gens qui se disent socialistes et on peut se demander ce qu'ils ont de socialistes. Cela définit aussi votre proximité par rapport à ces régimes d'Europe orientale et centrale et l'Union soviétique de l'époque. Bon, disons que la plupart des intellectuels, hein, aussi bien en Europe qu'en Afrique, ont à un moment ou à un autre eu des sympathies pour ce régime, dans la mesure où ces régimes-là luttaient contre l'oppression et pour l'émancipation des ouvriers, des prolétaires. Et il y a même des chrétiens, je crois, quelqu'un comme Emmanuel Mounier, qui avait dit que les socialistes ont volé aux chrétiens, n'est-ce pas, une terminologie que les chrétiens auraient bien aimé avoir élaborée eux-mêmes. Donc, tous ceux qui ont un certain souci pour les hommes, pour la dignité humaine, ça ne pouvait pas rester indifférent à l'égard du socialisme. Mais que saviez-vous de ces régimes? Ce que les intellectuels en général pouvaient en savoir, c'est-à-dire vous lisez. Hein, vous lisez. Bon, nous, on était décolonisés. Notre perspective est différente de celle des générations actuelles. Parce que nous, notre problème, c'est qu'on était des sous-hommes, on était déshumanisés, on était considérés plus ou moins comme des animaux, en tout cas comme des primitifs. Et la question s'est même posée. C'est quelle génération? Où la situez-vous historiquement? La génération, disons, des premières années des indépendances. Hein, et ceux qui étaient là, après avoir fait leurs études, aux premières années des indépendances, moi je suis rentré en 62, et toutes ces personnes-là qui sont entrées en ce moment-là, qui avaient la formation, qui ont commencé à travailler, c'est cette génération. Donc, pour notre génération, le problème c'était la libération. Et ce problème demeure d'ailleurs, la libération des peuples noirs. Et la libération des opprimés d'une façon générale. Ça, c'est le problème fondamental. Ça, les étiquettes socialisme, communisme, patriote, etc., importent assez peu. Mais
il faut voir le contenu. Le contenu, c'est la libération des opprimés, quels qu'ils soient, en commençant par les opprimés africains. Et pour vous, l'Union soviétique était un allié objectif? L'Union soviétique, n'est-ce pas, c'est un régime qui parlait, n'est-ce pas, au nom de la classe ouvrière, ça qui était effectivement... C'était votre porte-parole au niveau mondial? Non, on ne peut pas aller jusqu'à dire ça. Disons que l'optique des patriotes africains, c'était quelque chose d'assez différent. Nous avions nos propres objectifs. Et le mouvement panafricain, le mouvement de lutte pour l'émancipation des peuples noirs, a commencé avant le communisme. Vous voyez, le mouvement a commencé au 19e siècle. La lutte avec qui? Avec des gens comme Blyden, et même quelques autres. Et puis la négro-renaissance avec Marcus Garvey, Du Bois et tous ces mouvements. Bon, alors il n'y avait pas encore de communisme à proprement parler. Il n'y avait pas de régime communiste, vous voyez. Oui. Bon, donc notre combat, ça c'est le combat de libération. Nous avons connu la traite négrière. Ça, on nous a réduit à l'esclavage. Il n'était pas encore question de socialisme du tout. Et c'était à la naissance, n'est-ce pas, de la civilisation moderne, la civilisation industrielle avec la bourgeoisie au pouvoir, n'est-ce pas. Nous sommes contemporains, n'est-ce pas, de la modernité. Hein, c'est-à-dire notre oppression est contemporaine de la modernité, parce que la modernité s'est édifiée, n'est-ce pas, sur notre dos, si on peut ainsi dire. Donc, à partir du moment où nous avons été dominés, réduits en esclavage proprement, n'est-ce pas, le problème qui se posait, c'était de sortir de l'esclavage, de lutter contre la réduction de la race noire, n'est-ce pas, à l'esclavage, considérés comme les descendants de Cam, voués par la Providence, n'est-ce pas, être dominés par les descendants de Japheth, etc. Donc ça, c'est notre problème. Le reste, n'est-ce pas, c'est plus ou moins conjoncturel. C'est-à-dire, bon, il y a les socialistes, il y a les abolitionnistes d'abord, n'est-ce pas, qui à un moment donné ont pensé que l'esclavage n'était pas intéressant. Mais l'abolitionnisme lui-même était assez ambigu, parce que c'était dans l'intérêt, n'est-ce pas, de la bourgeoisie, du capitalisme. Les communistes, n'est-ce pas, soviétiques, n'est-ce pas, avaient leurs objectifs à eux. N'est-ce pas? Eux aussi voulaient se libérer, mais ils avaient leurs objectifs. N'est-ce pas? Les Noirs-Africains avaient leurs objectifs, n'est-ce pas? Et leurs objectifs, c'est la libération. Et le problème s'est posé, n'est-ce pas, au peuple négro-africain, au moins depuis la traite des Noirs. Et encore une fois, vous avez trouvé en l'Union soviétique un bon allié. Oui, bon, disons qu'on luttait contre les mêmes adversaires. Alors, est-ce que vous vous sentez concerné par le démembrement de tout cet empire? Oh, mais je crois que tout le monde doit se sentir concerné parce que les résultats sont là. Le fait que l'Europe de l'Est n'existe plus a modifié profondément les rapports internationaux, tant ici bien que il y a maintenant le leadership, n'est-ce pas, sans conteste, presque sans contrepoids, avec un contrepoids très faible, n'est-ce pas, des pays occidentaux, n'est-ce pas, qui sont nos partenaires, si on peut dire. Ça, c'est un euphémisme historique, parce que nous sommes en relation avec ce peuple-là depuis la traite négrière. N'est-ce pas? Les Noirs sont aux États-Unis, dans toutes les parties de l'Amérique. Ils étaient partout en Europe comme esclaves. Et puis après ça, il y a eu la colonisation du continent lui-même. Nous sommes toujours avec ces gens-là. Bon, à un moment donné, il y a eu la lutte des pays de l'Est, qui étaient aussi des semi-colonies, à vrai dire. Ça, et il ne faut pas oublier d'ailleurs que beaucoup de pays de l'Est, c'est des Slaves. Slave, ça veut dire esclave aussi. Ça, et il y avait cette solidarité-là, des esclaves, si on peut dire, des opprimés, en tout cas. Et le fait, n'est-ce pas, qu'il y a un front de lutte, n'est-ce pas, contre l'oppression sur le plan international, un front qui a fait défection, n'est-ce pas, et pour nous, je crois que tout le monde le sent, les choses deviennent plus difficiles. Nous subissons maintenant le poids, n'est-ce pas, plus lourdement,
de l'Occident. De l'Occident. Donc vous en arrivez à regretter ce monde bipolaire? Oh, pour moi, je crois que c'était un peu plus supportable. Disons que les Africains, les États africains avaient une certaine marge de manœuvre. Il y avait le neutralisme, qui permettait à nos pays de pouvoir jouer, de faire un peu du chantage. C'était en fait un double alignement. Voilà, même de circonstances. Voilà, même si on était vraiment ce qu'on appelait les valets du colonialisme. De temps en temps, on disait aux amis occidentaux, nous on peut regarder aussi de l'autre côté, et en ce moment-là, nos amis faisaient un peu plus attention à nous. C'est comme une femme, qui risque de s'en aller, du mariage. En ce moment-là, le mari, s'y tient vraiment, à la femme fait un peu plus attention. Mais s'il n'y a aucune possibilité d'être infidèle, en ce moment-là, la femme sera beaucoup plus soumise. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que nous sommes beaucoup plus soumis, aux puissants de ce monde, qu'auparavant. Et les puissants de ce monde, il y a aussi les anciens pays de l'Est, qui se sont ralliés, à l'Occident. Il faut maintenant... Ils sont revenus, comme vous le dites dans la revue Zen, dans la maison commune européenne. Ils sont revenus dans la maison commune européenne. Et nous subissons maintenant le poids, non seulement des anciennes puissances coloniales, mais aussi des anciens pays communistes de l'Est. Pour ça, je vous suggère que nous nous arrêtions un moment pour regarder une rétrospective de tous ces événements qu'on a baptisés le Vent d'Est. C'est une rétrospective qui a été élaborée il y a 8 ans par un journaliste plein de talent que les téléspectateurs ne manqueront pas de reconnaître, Didier Auty. Il part de l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbatchev. Nous regardons. 1985. Après la mort de Tchernyenko, Mikhail Serguevitch Gorbatchev devient le secrétaire général du Parti communiste du RSS. Ses maîtres mots, perestroïka et glasnost, sont tout un programme. Grosso modo, Gorbatchev va arracher le masque du mensonge qui voilait la putréfaction du système, en étaler toutes les tares pour provoquer l'élan régénérateur, accompagné d'une réforme des institutions. Ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le vent d'Est. En URSS même, c'est l'effondrement de la gérontocratie. Le 26 mars 1989, les premières élections législatives à candidatures multiples sont marquées par le succès des réformateurs. Divers candidats officiels du parti sont désavoués. Le mois suivant, précisément le 5 avril, c'est le tournant en Pologne. Les travaux de la table ronde pouvoir-opposition, commencés le 6 février, débouchent sur un accord historique qui prévoit le rétablissement du pluralisme syndical, la démocratisation des institutions politiques et l'entrée de l'opposition au Parlement devenu bicaméral. Début juin 1989, le syndicat Solidarité remporte une écrasante victoire aux premières élections partiellement libres organisées dans le pays depuis 40 ans. Le score se passe de tout commentaire. 99 sièges sur 100 au Sénat et 171 à la Diète. Tadeusz Mazowiecki, membre de la direction de Solidarité, est nommé Premier ministre par le président Jaruzelski. Il devient le premier chef de gouvernement non communiste d'un pays de l'Est. Le 7 janvier 1990, le Parti communiste polonais, déjà agonisant, reçoit le coup de grâce. Le pays se voit débarrassé des mentions socialistes et populaires pour redevenir République de Pologne. En Hongrie, l'alerte est donnée le 24 juin 1989. Les réformateurs deviennent majoritaires dans les instances dirigeantes du Parti communiste au pouvoir. Parti qui, le 11 février de la même année, avait déjà accepté l'instauration du multipartisme. Le 7 octobre, un congrès extraordinaire du Parti communiste hongrois transforme le mouvement en parti socialiste et abandonne les principes du centralisme démocratique et de dictature du prolétariat. 2 semaines plus tard, c'est-à-dire le 23 octobre 1989, la 4e République est proclamée. La constitution du pays est profondément modifiée. En novembre, l'opposition remporte de justesse la première consultation électorale entièrement libre, jamais organisée dans un pays de l'Est depuis la Seconde Guerre mondiale. Les législatives de mars 90 vont définitivement hisser l'opposition, conduite par le Forum démocratique, sur les plus hautes marches politiques du pays. En Tchécoslovaquie, ce sont les 2 bêtes noires, naguère bannies du communisme,
qui sont aujourd'hui aux affaires. Alexander Dubček, l'ancien dirigeant du Printemps de Prague à la tête du Parlement, et Václav Havel, écrivain et ancien dissident à la présidence de la République. Havel, qui le 19 novembre 1989 initia les manifestations qui regroupèrent pendant plusieurs jours des milliers de personnes à la place Venceslas à Prague. 5 jours plus tard, ce fut la démission en bloc du bureau politique du Parti communiste de Tchécoslovaquie. Miloš Jakeš est remplacé à la tête du parti. Le 10 décembre 1989, Gustav Husak démissionne de la présidence de la République. Et en juin prochain, la Tchécoslovaquie va organiser ses premières élections libres. Cela étant, c'est incontestablement en République démocratique d'Allemagne que l'accélération prodigieuse des événements donne le plus de vertige. Début octobre, des milliers d'Allemands de l'Est s'est réfugiés à l'Ouest via la Tchécoslovaquie et la Hongrie. Le 9 octobre 1989, plus de 70 000 personnes réclament plus de démocratie à Leipzig. Erich Honecker, secrétaire général du Parti communiste depuis mai 1971, est remplacé par Egon Krenz, son dauphin désigné. Ce dernier exprime sa volonté de changer de système. Rien n'y fait, dans la rue, on réclame la démocratie maintenant. Le 8 novembre, le bureau politique du Parti communiste est renouvelé. Hans Modrow, un réformateur, est chargé de former le gouvernement. Dès le 20 courant, à Leipzig, des slogans en faveur de la réunification sont scandés. Tout ceci aboutit à l'effondrement du mur de Berlin le 9 novembre et à la restructuration du Parti communiste. Gregor Gysi, avocat de 41 ans, est élu président du parti. Un parti dont le rôle dirigeant a été aboli le 1er décembre par le Parlement et qui a accepté le pluralisme politique. En mi-mars, on est passé aux actes. L'opposition amenée par l'Union chrétienne-démocrate, le CDU, remporte les élections libres de RDA et Lothar de Maizière forme un gouvernement de large coalition qui doit conduire le pays vers la réunification avec l'autre moitié de l'Allemagne. En Bulgarie, le destin du pays bascule le 10 novembre 1989. Todor Zhivkov, au pouvoir depuis 1954, est remplacé à la tête du Parti communiste par Petar Mladenov, ministre des Affaires étrangères depuis 1971. Les jours suivants, ce dernier consolide son pouvoir et engage la Bulgarie sur la voie d'une restructuration à la soviétique qui ne remet pas en cause le socialisme. Un mois plus tard, le 10 décembre, à Sofia, 10 000 manifestants réclament l'accélération des réformes. Le lendemain, Mladenov promet des élections libres en mai 1990 et l'abolition du rôle dirigeant du PC. Un seul pays d'Europe de l'Est semble alors épargné par l'agitation politique, la Roumanie du conducteur Ceausescu. D'ailleurs, le 24 novembre 1989, celui-ci est réélu secrétaire général du PCR par le 14e congrès du parti. Il en profite pour exclure toute remise en cause du socialisme en Roumanie. Au passage, il fustige, je cite, les déviations dans d'autres pays de l'Est. Mais, coup de théâtre, les manifestations commencées le 16 décembre à Timisoara vont s'étendre à tout le pays. Le conducteur est ouvertement contesté. En dépit de la violente répression, le régime dictatorial de Ceausescu tombe le 22 décembre. Le jour de Noël, Nicolae et Elena Ceausescu sont exécutés. Le pouvoir est désormais détenu par le Conseil du Front de Salut National. Le 28 décembre, il supprime la République socialiste du nom du pays et annonce l'organisation d'élections libres et multipartites pour avril 1990. Ces élections jugées prématurées par l'opposition à la nouvelle équipe dirigeante n'ont pu avoir lieu. Et aujourd'hui, la révolution roumaine attend toujours son brevet de démocratie. Professeur, dans le démembrement de ce qu'on a considéré comme l'empire de l'Union soviétique avec ses satellites, qu'est-ce qui a pesé le plus fort? La personnalité de Mikhail Gorbatchev qui amène des idées nouvelles ou bien les circonstances historiques? Je crois qu'il y avait déjà une évolution historique, qui a été précipitée par le personnage de Gorbatchev. Moi, je me rappelle que j'ai fait un voyage en Union soviétique en 1965. Et avant cela, Khrouchtchev avait fait un voyage en France. J'étais étudiant. Et déjà, son discours ne cadait pas beaucoup avec le discours des étudiants africains anticolonialistes et anti-impérialistes. Quels étaient les nuances? Le problème, c'est que Khrouchtchev, lui, son problème, c'était de se rapprocher
de l'Occident, déjà. Et Charles l'a étouffé? Non, pas du tout. Pas du tout. Il sentait déjà le besoin, n'est-ce pas, d'être ensemble. Khrouchtchev, déjà. Pour développer son pays, peut-être. Oui, pour collaborer. Il se sentait assez proche des Occidentaux, je vous assure. Et De Gaulle lançait l'appel, n'est-ce pas, à l'union des Européens, n'est-ce pas, contre la multitude jaune. C'était ça. Oui, voilà, de l'Atlantique à l'Oural. La multitude jaune représentant? C'était la Chine. La Chine? Oui, surtout la Chine, n'est-ce pas, et les pays asiatiques. Le Japon étant encore assez affaibli. C'était surtout les pays communistes, hein, la multitude jaune. Bon, alors il y avait déjà ça chez les Européens. Donc on ne pouvait pas effectuer ce passage d'une façon brusque. Là, cela a pris du temps. Il fallait préparer les opinions. Il y avait une évolution. Il y avait déjà en Union soviétique des économistes qui critiquaient le système très centralisé, n'est-ce pas, de l'économie. On a entendu parler d'un économiste qui s'appelait Lieberman et quelques autres économistes, n'est-ce pas, qui manifestaient des sympathies, n'est-ce pas, pour l'économie libérale. Marcuse a écrit un ouvrage très important intitulé Le communisme soviétique. Il était très critique à l'égard de ce communisme-là, le marxisme soviétique plus exactement. Alors ce marxisme-là s'éloignait beaucoup, n'est-ce pas, aux yeux de Marcuse, de ce que Marx avait imaginé, avait conçu, n'est-ce pas, comme marxisme. Alors il trouvait ce marxisme soviétique tellement autoritaire, avec une bureaucratie extrêmement lourde. On ne voyait plus très bien, n'est-ce pas, le souci de la liberté. Voyez-vous, au niveau du marxisme de Marx, l'État devait disparaître parce que l'État comme tel, comme tel était considéré comme un instrument de domination de classe. Or, le marxisme voulait la disparition des classes, l'abolition des classes. Bon. Lénine a parlé du dépérissement, n'est-ce pas, de l'État. Donc l'État devait disparaître progressivement. Or, le marxisme soviétique a renforcé l'État progressivement. Bon, Lénine lui-même avait déjà parlé de la dictature du prolétariat. Je crois même Marx a parlé de ça. Mais c'était quelque chose qui devait être provisoire. Mais avec le marxisme soviétique, on ne voyait pas très bien le terme. Ça, c'est plutôt l'État, ça, qui se renforçait. On ne voyait pas bien, ça, que l'État dépérissait. Bon, il y a un certain nombre d'autres critiques. Donc, si je me suis bien, en fait, Gorbatchev n'est que le fidèle disciple de Khrouchtchev. Non, je ne dirais pas que c'est le fidèle disciple de Khrouchtchev. Disons que Gorbatchev, l'action de Gorbatchev s'inscrit, n'est-ce pas, dans une évolution qui était amorcée, n'est-ce pas, par quelqu'un comme Khrouchtchev. Moi-même, lorsque j'ai fait mon passage en Union soviétique en tant qu'étudiant de l'UNESCO, stagiaire de l'UNESCO, j'ai été reçu par les autorités soviétiques, les présidents d'université et même par les membres du gouvernement. Ça, et j'ai posé le problème de cette évolution de Khrouchtchev et déjà le soutien aux luttes anticolonialistes faiblissait avec Khrouchtchev. Ça, et donc c'était une évolution qui était en cours. Moi j'étais là-bas en Union soviétique, j'étais avec des Français, j'étais avec des Américains, etc. Et je sentais bien, que les Soviétiques se sentaient beaucoup plus proches, de ces capitalistes-là, les Américains et les Français, que du représentant du tiers-monde. Que vous étiez. Que j'étais, parce qu'après tout, j'étais écrivain. Oui. Bon, en regardant les expositions, etc., ou bien les centres de Komsomol, n'est-ce pas, les maisons des jeunes, je me trouvais de temps en temps en présence d'images d'Africains revenant de chasse, avec des gibiers, qui n'étaient pas très différents, ces images-là, de ce qu'on pouvait trouver en Occident, les mêmes préjugés. Et de temps en temps, les Soviétiques pouvaient venir me demander la permission s'ils pouvaient toucher un peu
la peau pour voir si ça collait. Ça, bon, donc les mêmes préjugés finalement, c'est cliché. Oui, Est-ce que pour autant, clients, professeur, oui. on pouvait voir venir cet écroulement de l'Empire de Lénine 70 ans seulement après et à la vitesse où cela s'est déroulé? À vrai dire, non. À vrai dire, non, on n'attendait pas cet écroulement. Mais lorsque l'écroulement s'est produit, il fallait essayer de comprendre la chose. Il fallait essayer de comprendre pourquoi cela s'est produit. Et pour ma part, il m'a semblé, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'article de Zen, là, de la lisibilité de notre monde. Alors, je me suis dit, n'est-ce pas, que, en fait, le communisme avait réussi, n'est-ce pas, à transformer les pays de l'Europe de l'Est, n'est-ce pas, en puissance économique importante et surtout en puissance militaire. Ce n'était pas des châteaux de cartes sur le plan économique? Ah non, ce n'était pas des châteaux de cartes. Regardez maintenant, la Chine est restée communiste et le taux de croissance de la Chine, c'est 10. En effet, oui. Ah oui. Oui. Et les taux de croissance de l'Union soviétique et des pays de l'Est, c'était du même ordre. Voyez-vous, réellement. Hein? Beaucoup de propagande quand même. Oui, non, mais moi j'ai été là-bas. Je peux vous dire, ça, j'ai visité des expositions. L'éducation était centrée sur les sciences, sur les technologies. Et l'université, la seule université de Lénine à Moscou, ça avait un nombre d'étudiants équivalent à celui de toutes les universités françaises. Vous voyez? Non, l'Union soviétique... Ils ont mis l'accent sur l'éducation et la recherche. Très, très important. Vous pouvez lire les textes de Raymond Aron, qui distingue le communisme, n'est-ce pas, du fascisme. Et qui ne pouvait pas être soupçonné de complaisance vis-à-vis de l'Union soviétique. Au contraire, c'était un adversaire idéologique. Donc, il faut ouvrir les yeux. Il faut résister à la propagande occidentale et regarder les choses. Réellement, le mouvement a impulsé le développement de ces pays-là. Ça, c'est la réalité qu'on nous montre quand même de ces pays aujourd'hui. N'est pas très reluisante. Elle n'est pas très reluisante. C'est-à-dire que ces pays-là n'ont pas atteint le niveau des États-Unis ou de l'Angleterre, etc. Mais ils ont fait des progrès énormes. Énormes. Ça, oui, en peu de temps. Ça, il faut être conscient de ce fait-là. Et sur le plan militaire, n'oubliez pas, n'est-ce pas, que les Soviétiques ont envoyé un homme dans l'espace avant les Américains. Tout à fait. Et ça, c'est une prouesse technologique qui a ouvert les yeux aux Occidentaux eux-mêmes. Parce qu'à force de faire la propagande pour dire qu'en Union soviétique, dans ces pays-là, il ne se passait rien, ils ont fini par croire à leur propre mensonge, disons-le. Mais lorsque les Soviétiques ont envoyé un homme dans l'espace, ils se sont rendus compte qu'il se passait quelque chose là-bas. Et le président Kennedy notamment s'est réveillé. Ils se sont réveillés, les Occidentaux. Est-ce que vous allez jusqu'à dire que Gorbatchev était un pion de l'Occident? Bien, on a dit, son comportement ne permet pas de réfuter cette allégation. Il s'est comporté un peu comme cela, parce que finalement, on peut comprendre à la rigueur, n'est-ce pas, qu'il ait abandonné l'économie centralisée, planifiée, communiste, pour l'économie de marché. Ça, on peut comprendre. Mais qu'il ait laissé l'Union soviétique se démanteler, n'est-ce pas, et là, c'est son patriotisme même, n'est-ce pas, qui est en cause. Il avait été à l'école de l'Occident. Oui. Bon, alors, je ne sais pas. Là, c'est là-bas qu'il a attrapé ce virus. Disons que c'est les journalistes qui peuvent répondre à cette question. Là, c'est les journalistes. Je vous renvoie la balle. En ce qui me concerne, je trouve que son comportement était vraiment étrange, n'est-ce pas? Le ralliement, n'est-ce pas, à l'économie de marché, ça peut se comprendre puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une évolution dans ce sens-là. Mais le démembrement de l'Union soviétique, ça, et là, pour un simple patriote, ce n'est pas très compréhensible. Alors, l'une des grandes césures aussi de ce siècle qui s'achève, c'est donc, en liaison d'ailleurs avec cet écroulement de l'Empire soviétique, c'est le mur de Berlin. Pourquoi l'a-t-on appelé mur de la honte? Mur de la honte, bon, parce qu'il y a des pays européens, et notamment une partie de l'Allemagne, n'est-ce pas, qui s'est retrouvée
du côté communiste, n'est-ce pas? Et pour les puissances européennes, n'est-ce pas, c'était inadmissible. Bon. Et ensuite, voyez-vous, les Russes, n'est-ce pas, les Soviétiques, avaient lutté, n'est-ce pas, contre le fascisme et le nazisme, n'est-ce pas, dans le même camp. Et puis, voilà, que poussés par des considérations idéologiques, ils étaient amenés, ça, à battre un rideau de fer, ça, selon l'expression de Churchill, ça, au milieu de l'Europe, pour diviser l'Europe en deux, ça, la division de l'Europe, une partie communiste et l'autre partie capitaliste, libérale, etc., apparaissait comme quelque chose de très, très, très regrettable historiquement. Professeur, cet écroulement du mur de Berlin marque-t-il l'enterrement définitif du socialisme? Moi, je n'en suis pas si sûr, hein, parce que si on se réfère un peu à l'histoire, on voit qu'après la Révolution française, il y a eu des mouvements de restauration, soit de l'ancien régime, ici ou là, à travers l'Europe. Et ensuite, il y a eu le mouvement de Napoléon, on ne peut pas dire que c'était vraiment le libéralisme, la liberté, etc. Et puis, jusqu'au 19e siècle, il y avait encore les royaumes, qui s'est réinstallés en France et ailleurs. Et puis, en définitive, vers la fin du siècle dernier, et puis au début de celui-ci, on est revenu quand même au principe de la Révolution française, de la Révolution américaine. Et tout compte fait, on s'est installé dans la démocratie, plus ou moins selon les principes posés par la philosophie des Lumières, la Révolution française. Bon, maintenant, le mouvement socialiste, le mouvement communiste, c'est un mouvement énorme, gigantesque. Il a pris du recul, peut-être pour rebondir. Enfin, ça m'étonnerait que le mouvement disparaisse purement et simplement sans laisser de traces. Bon, maintenant nous assistons à un recul. Et d'ailleurs, dans les écrits de Gorbatchev, il y a cette évocation-là de l'histoire. Parce qu'apparemment, il n'est pas totalement inconscient, le Gorbatchev. Hein. Il a quand même une certaine conscience historique. Bon, bien qu'on ait l'impression qu'il n'a pas conscience de sa propre dimension. Lorsqu'il se prête à la publicité, bon, ça laisse un peu rêveur. Disons donc... Il faut bien qu'il vive aussi. Oui, mais enfin, à son niveau, je crois que ce genre de problème ne devrait pas se poser. Disons donc, d'abord, maintenant, il faut constater que le communisme n'a pas disparu. Lorsqu'on parle de la disparition du communisme, c'est une simplification. Un pays comme la Chine, c'est un pays énorme. Il se réclame encore du communisme. Et il y a des pays en Asie. Surtout une des armes déterminantes, l'arme démographique. Voilà, c'est une arme décisive parce que tout le monde court après la Chine, pour pénétrer le marché chinois. Bon. Donc il y a encore en Amérique, en Asie, des pays qui se réclament du socialisme. Même en Afrique, tout le monde n'a pas oublié le socialisme. Et en plus, n'est-ce pas, l'économie de marché est de plus en plus critiquée, en Europe même. Y compris de l'intérieur. De l'intérieur. On constate une chose, n'est-ce pas, c'est qu'aux États-Unis même, n'est-ce pas, les inégalités sociales s'accentuent, n'est-ce pas, les pauvres deviennent plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Ça, le même phénomène s'observe aussi en Europe. Tant et si bien que les gens se désillusionnent un peu. Et lorsque on voit ce qui se passe dans les pays de l'Est, il y a des émissions, on s'aperçoit que dans la plupart des cas, la majorité de la population semble regretter la situation d'avant, parce qu'au moins, là, les gens avaient du travail, il n'y avait pas de chômage, on n'était pas très riches, mais les gens n'étaient pas très pauvres. Maintenant, les gens sont... C'est vrai que pour conforter votre thèse, dans les élections organisées ces derniers temps,
on retrouve effectivement une renaissance de ces partis d'obédience socialiste. Socialiste, bon. Donc, moi, je ne peux pas imaginer qu'un mouvement social de cette ampleur-là, historiquement et géographiquement, parce que quand même, le communisme a été le régime d'une très grande partie de la population mondiale. Je ne pense pas que ce système-là peut disparaître comme par enchantement sans laisser aucune trace. Ça, je ne crois pas. Pour quelqu'un qui a une certaine, comment dirais-je, conscience, n'est-ce pas, des mouvements historiques, je crois que maintenant, c'est le creux de la vague, c'est un pas en arrière. Peut-être il pourrait avoir un pas ou deux pas en avant. Personnellement, là c'est davantage un souhait, ça c'est subjectif. Je pense qu'il vaudrait mieux, n'est-ce pas, que la démocratie s'approfondisse, devienne de plus en plus réelle, parce qu'elle est assez fictive, au fond. Même aux États-Unis, en France et en Angleterre, ça, la démocratie est très partielle. Bon, et ensuite, la démocratie n'existe guère au niveau des relations internationales. Ça, et ceci de façon très consciente. Ça, des théoriciens américains, des idéologues américains, au moment où nous parlons, sont en train de tirer sur l'égalité entre les nations. Il y a des doctrines, et même d'ailleurs des documents officiels qui professent l'inégalité naturelle entre les nations. Donc il n'est pas question, n'est-ce pas, qu'au niveau des Nations Unies, par exemple, on instaure la démocratie. Bon, même si on prend les relations entre les États-Unis et l'Union européenne ou le Japon, il y a des luttes hégémoniques. Ça, donc la démocratie, sur le plan mondial, est encore à réaliser. L'histoire n'est pas terminée. Vous parlez de démocratie, professeur. Justement, dans une perspective africaine, qu'est-ce que ce vent d'Est nous aura-t-il laissé comme héritage? Est-ce qu'il nous a ouvert à la démocratie telle que vous la concevez? Oh, personnellement, je ne partage pas ceci qui relève davantage de la propagande idéologique. Je ne sais pas si c'est les évolutions qui ont eu lieu en Europe de l'Est qui ont poussé à la situation actuelle. Bon, la situation que nous avons actuellement avec le multipartisme, est-ce que c'est un très grand progrès démocratique? Il faut nuancer. C'est plus de liberté quand même. Oui, plus de liberté. Bon, nous ici, on a combien de partis? 140 partis. Dans ces eaux-là. Bon, 140 partis, est-ce que c'est ça l'idéal démocratique? On peut en douter. On peut en douter. Il y a certes plus de liberté, mais chez nous aussi, les inégalités sociales se creusent. Ça, il y a l'argent facile de la corruption. Ça, il y a la mode des palais, pendant que d'autres vivent dans des logements misérables. Ça, et la mode des palais. Est-ce que ceci, c'est la démocratie? Le phénomène est assez récent, relativement récent. La mode des palais, ça, des riches. La fémania, ça. Est-ce qu'on va dans le sens d'envahir notre société? Voilà. Bon, est-ce qu'on va dans le sens de la démocratie? Évidemment, on parle un peu plus librement. Je dois dire que moi, lorsqu'on instaure un débat sur l'homosexualité, je suis vraiment navré. Parce que ces turpitudes-là, il vaut mieux les laisser aux Européens. Mais parce que si c'est nous qui faisions ces choses-là, et les Européens étant dans notre propre position, on ne pourrait même pas parler. Parce qu'on nous traiterait d'animaux, de pervers, etc. Bon, à mon avis, il vaudrait mieux qu'on laisse cela, ça aux Européens. Si c'est ça qu'on appelle la démocratie, elle est désarmante. Professeur, je vais vous proposer de revenir à ces années 90 et aux répercussions que va avoir dans notre continent ce vent d'Est. Voici par exemple comment nous, au Cameroun, nous avons réagi. Nous regardons ces images qui sont historiquement très édifiantes. Pour mieux se faire comprendre, le président Biya indique plus loin la mission du parti unique et les conditions préalables
à l'avènement du multipartisme. Je cite, « Après avoir façonné l'esprit unitaire du peuple camerounais et inscrit dans les faits sa marche triomphante vers la démocratie, le parti unique apparaîtra, le moment venu, comme ayant été le meilleur laboratoire d'une véritable démocratie pluraliste au Cameroun, l'antichambre nécessaire du multipartisme dont l'avènement mesuré, méthodique et responsable constituera une étape capitale dans la réalisation de notre projet démocratique. » Fin de citation.
Professeur, quand vous regardez ces images 8, 9 ans après, qu'est-ce qu'elles vous inspirent comme réflexion? Eh bien, c'est clair pour moi que les populations étouffées, les années antérieures, n'est-ce pas, on ne peut pas dire que c'était des années vraiment de liberté d'expression. Bon, il est vrai que depuis l'arrivée du président Biya, n'est-ce pas, à la présidence, bon, tout le monde avait senti, n'est-ce pas, qu'on devait décompresser. Mais tout de même, on se sentait encore... Il y avait aussi une forte réaction encore. Voilà. Bon. Donc, les gens voulaient s'exprimer, se sentir à l'aise dans leur peau. C'est ça, effectivement. Donc, il y avait un désir de liberté, c'est sûr. Mais tout cela n'était pas, à mon avis, entièrement spontané. Ça, il y avait ni eu cohérent d'ailleurs. Oui, ni cohérent. Nous étions dans un système déjà unidimensionnel, c'est-à-dire le monde de l'Est, ça, bon, flanché ou même s'était effondré. Et bon, l'Occident commençait à poser ses conditionnalités pour bénéficier de l'aide. Il faut privatiser, ensuite il faut réduire le train de vie de l'État, il faut démocratiser, et la démocratie étant définie comme le multipartisme. En effet. Et cette définition de la démocratie... la liberté de la presse, pour ne pas nous oublier. Voilà, la liberté de la presse, vraiment ça c'est très précieux, c'est très important. L'indépendance de la magistrature, bon oui, bon, ça dépend de quel magistrat, parce que si vous avez quelques magistrats un peu corrompus, bon, quand ils deviennent totalement indépendants, qu'est-ce que ça donne? Bon, le ça, gouvernement de juges, voilà, ça vous fait peur? Oui, bon, ça dépend des magistrats qu'on a. Bon, là, on peut en discuter. Pour terminer, professeur, est-ce que finalement le salut de l'Afrique n'est pas dans une renaissance de l'africanisme? Maintenant, est-ce que vous y croyez? Moi, je crois à la renaissance des peuples noirs, à la renaissance du panafricanisme. Bon, disons que la décolonisation, avec la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, eh bien la décolonisation n'est pas close, mais elle atteint une certaine maturité. Et ce qui se passe maintenant au Congo, Kinshasa, c'est quelque chose qui est chargé de sens. Parce que là, on ne peut pas dire que l'Occident contrôle vraiment la situation. C'est une évolution qui là, il y a des acteurs africains qui pèsent maintenant sur les événements dans cette zone-là. On a essayé de faire marcher Mugabe, ça lui dire qu'il dépense trop pour cette guerre, il faut réduire les forces. Mugabe leur a dit, vous n'avez qu'à vous faire voir ailleurs pour parler vulgairement. Ça, et que le Zimbabwe conçoit sa politique, exécute sa politique. Si le FMI n'est pas content, bien, le FMI peut laisser le Zimbabwe qui va continuer à vivre. Il y a donc en Afrique australe notamment ça, une volonté africaine qui est déjà perceptible. Le panafricanisme, entendu ça, comme l'union des pays africains et aussi une certaine union des pays africains avec la diaspora africaine, la diaspora noire notamment, bien, c'est une nécessité dans le contexte actuel. Posthume des années après de Lumumba et de Nkrumah. Et effectivement, je crois que nous y allons, nous acheminons vers cette situation de triomphe du panafricanisme. Je crois qu'il faut l'appeler de tous nos voeux. Professeur, merci beaucoup pour toutes ces lumières. Nous avons été très heureux de nous entretenir avec vous dans le cadre de cette école. Quelle idée aviez-vous derrière la tête en mettant en place cette école? Bien, c'est pour contribuer à la formation des jeunes Camerounais parce que l'avenir de l'enfant, Freud l'a montré dans ses études, se joue dans la toute jeune enfance. Oui. C'est l'amphithéâtre qui vous manque? Ben, si on veut, quand on est professeur, on attrape une espèce de verbite. Et le club Kwame Nkrumah, vous comptez le relancer?
Le club de Kwame Nkrumah n'est pas mort, il est en sommeil. Il est en sommeil. Long sommeil Oui, quand même. c'est dû au fait que moi-même je suis un peu trop pris par Un cheval entre la mairie de Ligues-Formont et ça et Yaoundé. Mais j'en parle avec les collègues et j'espère qu'on va pouvoir relancer les activités du club Kwame Nkrumah. Professeur, merci beaucoup et bonne chance. Mais c'est moi qui vous remercie.